Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture du mois de janvier 2022. Pour ce point lecture, j'ai décidé de faire au plus court et je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi 4 livres qui m'ont accompagnée pendant ce mois-ci. Et j'espère évidemment que ce format qui devrait être plus court vous plaira. Et sur ce, je vous embarque. Tout d'abord, j'ai commencé mon mois de janvier avec une nouveauté dans le catalogue de Gallmeister. Il s'agit de Le lac de nulle part de Pete Fromm. Dans cette histoire, on va avoir deux personnages, Trig et Hal, qui sont donc frères et sœurs, et qui vont recevoir des nouvelles de leur père, qui était plutôt aux abonnés absents depuis au moins 2 ans, et qui leur propose ni plus ni moins que de s'embarquer dans une aventure à travers de nombreux fleuves du Canada pour découvrir de très beaux paysages et pour renouer un peu ce contact. Tout aurait pu être parfait, sauf que petit à petit, il va y avoir des éléments qui vont amener Trig et Hal à se questionner au sujet de leur père, au sujet de sa santé, parce que rapidement cette aventure va finir par s'avérer très périlleuse et va également permettre à de nombreux secrets d'être dévoilés, ce qui va faire que l'atmosphère qui devait être un peu idyllique et nostalgique, initialement pensée par le père et par le frère et la sœur, ça va rapidement changer et on va s'orienter plus vers une ambiance un peu angoissante, un peu menaçante. Bref, c'est une petite pépite qui va vous proposer du suspense, une ambiance vraiment bien travaillée qui se met en place très progressivement mais qui nous plonge vraiment dans ce contexte un peu particulier et c'est à nous de mettre les éléments bout à bout pour comprendre ce qui se passe réellement, le double enjeu en fait derrière cette aventure. On a également droit du coup à travers donc cette idée du voyage sur des fleuves du Canada à de très beaux paysages qui vont nous être décrits, qui vont nous plonger vraiment dans ce paysage à la fois plein de poésie et en même temps qui peut être glacial voire mortel et c'est vraiment, Pete Fromm nous prend par la main et nous emmène lui-même au fil des fleuves, au fil de l'eau et nous propose une galerie de personnages qui sont tous touchants à leur façon, qui sont vraiment travaillés et creusés psychologiquement. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Et puis au niveau de la qualité de l'écriture, celle-ci est au rendez-vous parce que vraiment, comme je le disais, cette ambiance un peu pesante, un peu menaçante, elle va se mettre en place très progressivement et ce côté très progressif du coup va vraiment nous plonger dans l'intrigue. On va pouvoir limite s'imaginer sur ces petites embarcations avec cette famille et vraiment sombrer petit à petit avec eux. C'était incroyable, c'était une super expérience en tout cas. Bref, c'était une très bonne lecture et je vous le recommande vivement si vous le voyez en librairie. Ensuite, j'ai lu numéro 2 de David Fuenquinos qui, de façon très simple, va s'intéresser de façon fictive par contre à la personne qui aurait pu être celle qui n'a pas été choisie pour le rôle d'Harry Potter. Donc la personne qui s'est retrouvée numéro 2 du coup de ce casting face à Daniel Radcliffe. Et à partir de là, David Fuenquinos va imaginer comment s'est déroulé ensuite la vie de ce numéro 2, comment il a pu vivre cet échec et comment la popularité de Daniel Radcliffe puis de Harry Potter a vraiment pu bouleverser son quotidien, a pu l'affecter psychologiquement et même socialement parlant. J'avais déjà lu du coup Deux sœurs de cet auteur et il était génial, vraiment il y avait une très belle écriture, très immersive comme pour Pete Fromm, à la différence que bon il n'y a pas de paysages qui sont décrits mais voilà il y a une capacité d'écriture qui nous plonge vraiment dans une ambiance particulière, qui nous décrit des personnages auxquels on a envie de croire, qui sont réalistes, qui sont bien construits psychologiquement parlant et qui ont vraiment une matérialité, quelque chose de vraisemblable. En fait, on a envie d'y croire et il semble pas trop vide, pas dénué de sens. Et là, ça marche du tonnerre du coup parce qu'on a envie de croire à la réalité de ce personnage parce qu'on sait que concrètement, il y a pu avoir ce numéro 2 et qu'il a pu souffrir de la popularité de Harry Potter. Et puis même la façon dont David Fuenquinos présente ce personnage, je sais pas, il y a un côté très attachant, on s'identifie à lui, on a tous eu un échec à un moment donné ou un autre dans notre vie et du coup voir comment il arrive à mettre en scène cet échec et comment il arrive à montrer les répercussions dans le quotidien de ce personnage, enfin c'était génial, j'ai vraiment adoré ma lecture. Les pages elles ont défilé rapidement parce que il sait planter les personnages, il sait planter un décor et il prend vraiment le temps de placer correctement ses personnages, le contexte, il maîtrise le sujet, il maîtrise l'écriture et voilà, j'adore sa façon d'écrire en plus avec un petit peu une sorte d'humour un petit peu caustique dans certaines phrases, certaines tournures de phrases qui démontre un peu qu'il se moque parfois de la situation, un peu du personnage, mais avec une certaine tendresse, un certain attachement et c'était génial. Bref, tout ça pour proposer un livre qui va être plutôt doux, plutôt agréable à lire malgré donc le sujet, on pourrait se dire oh ça va être sur l'échec, ça va pas être terrible comme boost psychologique, enfin en tout cas moralement ça va pas être terrible et au final bah je sais pas, il y a quelque chose de doux et de réconfortant en fait à lire le parcours de ce personnage, à le voir essayer de se dépatouiller dans la vie et enchaîner des erreurs,
ou réussir certaines choses. Voilà, c'était un personnage très attachant et du coup partager son histoire, c'était super, c'est une super expérience. Et donc si vous souhaitez une lecture qui vous permet de passer un bon moment, ben je vous le recommande vivement. J'ai ensuite enchaîné avec Le rêve de Ryosuke de Dorian Sukegawa, si je le dis bien. Et c'est l'auteur du coup de Les délices de Tokyo qui est pour moi une petite perle, pareil, je l'adore ce livre. C'est vraiment mon petit chouchou parce qu'il est super beau et super touchant et super tout. Et du coup j'avais une certaine curiosité face à cet autre livre de l'auteur, mais pas forcément beaucoup d'attentes parce que je voyais que le sujet était radicalement différent, on n'est vraiment pas sur la même thématique, puisque là en fait on va suivre du coup le personnage de Ryosuke qui est anciennement un cuistot et qui se retrouve donc sur un bateau en direction d'une île. On comprend rapidement qu'il y va sciemment, qu'il sait ce qu'il doit faire là-bas, qu'il a une mission en fait à réaliser là-bas, qu'il n'a plus rien à perdre en fait. Concrètement il va là-bas pour réaliser une dernière mission. On ignore un peu cette mission mais on comprend que c'est lié à un habitant qui serait sur cette île dont il recherche la trace activement. On comprend également qu'il a plus personne en dehors de cette personne, c'est un peu son dernier espoir. La dernière personne en tout cas à laquelle il peut se raccrocher. Bref, il est tout seul et il se retrouve sur ce bateau en compagnie d'autres personnages qui semblent eux aussi un peu au pied du mur et qui n'ont pas d'autre choix que d'aller sur cette île, qui en fait recrutent de manière un peu saisonnière des habitants de la métropole pour effectuer divers travaux en échange du logis, enfin bref, rendre des services en échange du logis et du couvert. Ça promettait d'être une expérience en tout cas enrichissante, sauf que rapidement Ryosuke va être confronté à une mentalité sur cette île qui est très imprégnée par les traditions, par une certaine hostilité à l'égard des étrangers, et petit à petit il va essayer quand même de se creuser sa place, de réaliser sa mission, voilà, mais c'est pas forcément le parcours le plus facile d'accès. Ça va lui permettre d'apprendre certaines choses, d'évoluer, de grandir et concrètement aussi de se questionner sur ce qu'il veut vraiment dans la vie, sur ses possibilités d'avenir, parce que du coup il était cuistot mais il a perdu son job donc il a vraiment plus rien. J'avoue que c'est une lecture qui reste en deçà de Les délices de Tokyo, mais parce que voilà, Les délices de Tokyo ça a été un gros coup de cœur, donc je savais que ça allait difficilement passer après les autres livres de l'auteur. Mais il y a cette même ambiance un peu douce, un peu rêveuse, un peu poétique. On va chercher à questionner la façon dont on peut concevoir la vie, dont on peut la construire, qu'est-ce que concrètement c'est réussir sa vie, trouver sa place dans la société. Il y a plein de thématiques comme ça qui sont présentes dans les deux, avec deux figures plutôt marginales qui vont être face à diverses missions et différents personnages qui vont leur permettre de trouver des réponses, de grandir, d'évoluer. Voilà, bref, il y a des similitudes entre les deux, mais je préfère quand même Les délices de Tokyo. Mais objectivement, il y a quelque chose dans Le rêve de Ryosuke au niveau des relations humaines qui m'a beaucoup plu, qui est pas forcément très présente dans Les délices de Tokyo. Ici, dans le rêve de Ryosuke, c'est vraiment ce qui va être approfondi, c'est les relations humaines, les relations aux traditions, la quête donc d'un sens dans la vie, plein de thématiques comme ça qui sont sympathiques, qui sont bien traitées, avec, comme je le disais, de la douceur, de la poésie, et ça fait vraiment quelque chose de doux à lire, de motivant. En fait, on referme le livre et on se sent juste apaisé parce que concrètement, on a eu toutes nos réponses. On a une évolution du personnage qui est satisfaisante et puis même une intrigue qui est réfléchie, qui est bien pensée, avec des personnages qui ont un but, qui sont pas dénués de sens par rapport à l'intrigue. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé et je ne sais pas le présenter. En tout cas, c'est un bon moment à passer avec des personnages qui sont plutôt intéressants, qui ont tous un petit objectif à concrétiser, dont Ryosuke qui a donc une mission sur cette île et qui va l'occuper une grande partie du temps quand même. Et c'était super intéressant de voir la façon dont l'auteur a su se dépatouiller après le succès de Les délices de Tokyo pour proposer une autre expérience qui reste liée quand même aux délices de Tokyo mais qui s'en distancie majoritairement quand même. Voilà, ça va être très brouillon ce que je dis, mais également dans ce livre là on va questionner le prix de la vie. C'est une thématique qui revient beaucoup en plus des relations humaines et j'ai trouvé que la façon dont c'était traité, que ce soit la vie humaine comme la vie animale, c'était un super beau message qui délivrait l'air de rien au lecteur. Et donc voilà, c'est une petite perle qui n'égale pas Les délices de Tokyo, je me répète mais ça n'égale pas Les délices de Tokyo, mais ça a quand même un petit côté bijou, enfin un beau message en tout cas à délivrer aux lecteurs qui seront curieux de lire les mots délivrés par cet auteur. Et je vous le recommande vivement si vous le voyez, parce que c'est un très bon moment à passer et voilà, vous en ressortez avec les yeux qui pétillent, avec un grand sourire, donc que demander de plus. Alors ensuite je vais vous parler de Terre vorace de Sylvain Estibal, qui donc sort en février, début février, et qui pour le coup n'est pas très joyeux, mais qui est une véritable claque. Un livre rempli d'émotions, avec un super beau message à l'intérieur. C'est le genre de livre que vous
refermer en vous posant mille et une questions, qui vous donnent envie de vous renseigner un maximum, qui vous touchent, qui vous marquent. Alors l'intrigue peut être résumée de façon très concise, sans en dévoiler trop parce que c'est pas un très gros roman non plus. Mais on va se situer dans un lieu qu'on devine être le Mexique. Ça va jamais être clairement mentionné ou cité, mais on le devine et on le comprend facilement. Et on va y suivre du coup une mère qui est donc la narratrice et dont la fille a disparu. Elle a été enlevée donc par les cartels en échange d'une rançon et très rapidement ça s'est compliqué et malheureusement il n'y a plus de nouvelles du tout de sa fille. Elle ne sait pas si elle est morte, elle s'en doute, mais elle a jamais vraiment eu de réponse et du coup elle va parcourir les collines, parcourir les forêts, parcourir tout le pays tout simplement pour retrouver les corps, enfin le corps de sa fille, et ça lui permet également de découvrir les corps des nombreuses personnes qui ont été tuées par ces cartels, de restaurer un peu leur mémoire, de leur redonner un visage, de leur redonner une humanité parce que tout simplement c'est des milliers de personnes qui disparaissent et dont on n'a plus de nouvelles, qui sont enterrées sauvagement, un peu à gauche à droite, et elle va se donner pour mission en fait d'arpenter le territoire du Mexique pour mettre à jour ces crimes, pour rendre hommage aux victimes en redonnant les ossements aux familles de ces personnes-là, et notamment donc en cherchant sa fille par la même occasion, donc en espérant la retrouver un jour. Comme je le disais, on n'est pas du tout sur quelque chose de très apaisant comme lecture, ou en tout cas de très doux, mais il y a une façon de présenter la chose qui rend le texte vraiment poignant parce que la narratrice va s'adresser à la deuxième personne du singulier comme si elle se parlait à elle-même. Donc on va avoir beaucoup de tu, voire que des tu même tout simplement, qui sont parfois remplis de colère, qui sont parfois remplis d'incompréhension, de peur, et en même temps elle s'adresse à elle-même pour se redonner du courage. Et quand on le lit comme c'est le tu, on a directement le sentiment qu'elle s'adresse à nous en tant que lecteur, et ça crée un lien, en tout cas une passerelle entre nous et l'histoire, et ça nous implique encore plus dans le récit, ça nous marque même encore plus, et je pense que c'est ça le côté un peu claque. C'est ce parti pris en tout cas de l'auteur qui fonctionne super bien et qui va donner une certaine force même au récit. Et donc on va suivre cette femme qui va se battre, qui va continuer malgré donc les menaces qu'elle peut recevoir, elle va continuer son entreprise, elle va se mobiliser, elle va notamment contacter le joueur de football préféré de sa fille, donc Lionel Messi. C'est pas forcément un récit à mettre entre toutes les mains, mais il y a une beauté dans le texte que j'ai envie de recommander à un maximum de personnes. Des lecteurs avertis quand même parce que bon, on cache pas forcément toute la violence, voilà, les choses sont dites, clairement dites, et donc si vous êtes trop sensible, je vous déconseille du coup de vous aventurer vers ce texte. Mais en tout cas, le parti pris de l'auteur permet vraiment au message de s'inscrire durablement dans notre esprit, et quand on referme le livre, on est vraiment en fait secoué par la curiosité, par la tristesse, en même temps l'admiration. Tu peux difficilement refermer le livre sans être touché. Voilà, c'est un bijou brut, mais ça marche. C'est une super œuvre et j'ai envie de la recommander à un maximum de personnes. Âme sensible évidemment s'abstenir. Et du coup on se retrouve là avec Le Trône des 7 îles d'Adeline Grace, et on va se retrouver sur une toute autre ambiance que Tervoras, mais on va se retrouver dans un royaume où il y a donc 7 îles tout simplement, qui ont chacune une magie qui leur est propre et qui vont tourner autour d'une île principale où les rois, la reine, la princesse vivent, et qui ont une magie qui est beaucoup plus puissante puisqu'il s'agit de la magie des âmes. C'est une magie très puissante qui donne plus ou moins le droit de vie ou de mort sur une personne, et on arrive dans l'histoire au moment où la princesse doit reprendre le flambeau de son père, doit succéder à son père tout simplement et prouver devant son peuple entier qu'elle est digne d'être sur le trône. Évidemment tout va pas se passer comme prévu et très rapidement son pouvoir va lui échapper. Ça va choquer bon nombre de la population, et même elle sent ce regard qui n'est pas admiratif devant son pouvoir, et ça la fait se questionner énormément sur son histoire, sur ce pouvoir des âmes. Et alors qu'elle se retrouve en prison du fait de l'événement qui s'est produit, elle va être sauvée par un jeune homme qui se dit pirate, enfin qui se dit marin mais qui est en réalité un pirate, et avec lui elle va s'embarquer dans une aventure à travers les flots pour sauver son royaume, parce que en réalité une menace pèse sur toutes les îles puisqu'un homme souhaite renverser les choses, balayer toutes ces interdictions autour du fait que chaque île ne doit posséder qu'une magie, et veut s'approprier donc tous les pouvoirs, y compris celui des âmes, qui comme je le disais donc très important, donc voilà, et très dangereux également. Donc elle se lance dans cette quête pour sauver le royaume et également comprendre son histoire, comprendre son pouvoir, avoir des réponses, et aussi surtout réaliser son rêve, parce que tout simplement elle a l'âme d'une aventurière et qu'elle adore naviguer sur les flots. Soit dit en passant, elle s'appelle Amora, je me rends compte que je n'ai absolument pas précisé son prénom, et le jeune marin s'appelle Bastien. C'était une lecture je pense nécessaire pour revenir à quelque chose de plus doux, et ça a marché. Après je vais être honnête, c'est pas une lecture transcendante, c'est-à-dire que l'histoire était cool, j'ai passé un très bon moment, mais niveau innovation on n'est pas sur quelque chose de parfait. Il y a certaines bonnes idées qui ont pour elles d'être nouvelles, d'apporter un peu de fraîcheur dans
littérature young adulte, mais j'avoue qu'il y avait quand même pas mal d'éléments qui me rappelaient d'autres histoires, et je pense notamment donc au personnage de Bastien qui me faisait beaucoup penser, voire même énormément penser à un personnage dans l'univers de Grisha de Leigh Bardugo. Voilà, et donc j'ai pas pu m'empêcher à chaque fois de faire le parallèle entre les deux, c'était un peu dérangeant dans ma lecture. Après c'est parce que je chipote beaucoup et que je suis très critique face à mes lectures. Donc si vous prenez la lecture comme elle est, c'est-à-dire pour passer un bon moment, pour voyager, pour avoir un personnage fort qui se bat pour ce qu'elle pense être juste et pour apporter une certaine paix au sein de son territoire, de son royaume, foncez, ça va être pour vous. Après voilà, je pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut prendre la lecture, dans le sens de se détendre, mais c'est vrai que voilà, il y a ce côté pas très innovant qui m'a un peu chagrinée et que j'ai pas pu m'empêcher de voir durant ma lecture. En plus de ça, parce que j'analyse beaucoup, mais les retournements de situation peuvent être plutôt prévisibles, c'est subjectif, vous pouvez très bien ne pas voir la suite arriver. Mais voilà, j'ai passé un bon moment quand même, hein. Je suis très critique à nouveau, mais j'ai passé un bon moment. Après c'était pas le coup de cœur du mois, mais voilà, si vous cherchez vraiment une lecture pour vous détendre, pour passer un bon moment en compagnie d'un personnage plutôt attachant, avec le fait d'être dans un univers très maritime, avec notamment la présence de sirènes, ça a été un élément que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, foncez, parce que c'était une très bonne lecture quand même, malgré tous les éléments négatifs que j'ai pu dire juste avant. Voilà, écoutez-moi à moitié, vraiment, parce que ça reste une bonne lecture. Voilà, vous passez un bon moment. Et sur ces entrefaits, moi je vais vous laisser et je vais terminer du coup ce point lecture en espérant évidemment que le format un peu plus court ne vous a pas trop dérangé. Si même ça vous a plu davantage que les formats plus longs, je vous invite à me le dire en commentaire, à liker, à partager, bref comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos en espérant que je serai un peu plus dans les temps, parce que là c'est vrai que j'ai un peu eu du mal à gérer. Salut!